Et on va commencer cet épisode-là, avec moi, un petit truc qui m'a été inspiré, là, évidemment, de SummerSlam, mais c'est mon top 3 de mes matchs préférés à SummerSlam. Là, évidemment, c'est sûr que j'ai vécu live quand je regardais ça. Fait que moi, j'ai commencé début des années 2000, peut-être 2003-2004, à peu près, à regarder assidûment la lutte. Fait qu'à partir de ces années-là, c'est quoi mes matchs préférés? Mm-hmm. Fait que quand même y aller avec 2 mentions honorables, parce que 3, c'est pas beaucoup. Ah oui, c'est pas assez. Je vais aller avec mention honorable CM Punk contre Jeff Hardy en 2009. Une histoire qui tournait autour des problèmes d'alcool et de consommation de Jeff Hardy. Et CM Punk qui était straight edge et qui était le méchant dans cette histoire-là, alors que Jeff était le gentil, même si il avait eu des problèmes de consommation. Et bizarrement, c'était le dernier match, il me semble, de Jeff Hardy. Après, il a été à la TNA par la suite. Donc, on a comme fini ça bizarre. Parce que Punk l'emporte et Jeff Hardy quitte pour justement des problèmes de consommation. Fait que la réalité a rattrapé la fiction. Ouais. Mais le match en tant que tel et le build-up était quand même bon. Et c'était dans la période où on cimentait également CM Punk. Fait que c'était bien fait. Il y a un bon match en 2018 entre Undertaker et Edge, qui est dans une rivalité. Fait que c'était comme, je pense, le 3e chapitre de cette rivalité-là, qui avait commencé à WrestleMania entre les deux. Et dans un LNSL match. Et probablement un des meilleurs LNSL matchs d'Undertaker contre Edge. Fait que je vous le recommande. Ça a été à SummerSlam 2008. Cool. Mais mon top 3 officiel va aller en 3e position. AJ Styles contre John Cena. On en a parlé, hein. John Cena. SummerSlam, c'était un de ces événements qui était quand même bon. Mais en début de carrière, beaucoup de victoires. En fin de carrière, beaucoup de défaites. Et cette défaite-là était très surprenante. Parce que c'était contre AJ Styles qui, on se rappelle, venait d'arriver à Royal Rumble de la même année. On avait déjà eu des matchs contre John Cena dans le build-up vers ça. Je pense que c'était leur 2e affrontement, ou 3e affrontement. AJ avait gagné le premier match. On s'attendait à une victoire de John à SummerSlam. Mais non, il a perdu. Il a décidé de se coucher pour construire. Parce qu'il était quand même le début vers la fin. Maintenant, on le sait. Il a quitté officiellement en 2017. Mais c'était vraiment une manière. C'était très TNA versus... Tu sais, c'était comme un dream match qu'on n'avait jamais eu. C'était comme le 2e chapitre de ça, d'une rivalité qu'on n'avait jamais eu entre les deux meilleurs lutteurs, un peu de leur époque, de chacune des compagnies. Et ils ont livré la première. Moi, c'est le match entre les deux que j'ai préféré, celui de SummerSlam en 2016. Fait que je vous le conseille. On a sorti dans la créativité beaucoup. Là, Cena, il fait pas les mêmes 5 moves qu'il fait tout le temps. Là. AJ Styles, il était le chercher. Et la victoire d'AJ, très surprenante, après plein de near fall aussi. Là, fait que c'est pas un bon match que je vais voir. On voulait installer AJ Styles mettre AJ Styles sur un piédestal quand même, à ce moment-là. Ben, écoute, fallait... Et moi, ça m'a surpris, parce que j'ai toujours eu l'impression que la WWE, surtout à cette époque-là, les gens qui arrivaient allaient pas être mis de l'avant tant que ça, parce qu'ils ont été longtemps dans l'autre compagnie. J'ai l'impression qu'AJ, vu que c'est plus la WWE qui l'a pas voulu, parce qu'il a eu un début de carrière très courte à la WWE avant d'être... il était trop petit, fait qu'ils l'ont mis de côté. J'ai l'impression qu'il n'est pas arrivé avec le même traitement avec AJ quand il est revenu, puis ils ont vraiment donné les clés de SmackDown, puis par la suite, l'histoire s'est écrite. Mais oui, ça a permis de cimenter AJ comme un top face, et un top star à l'intérieur de la compagnie de battre John Cena de manière relativement clean. Fait que non, super bon. Mon 2e match préféré, c'était un classique qui était un classique David contre Goliath. Là, fait que un gros monsieur contre quelqu'un d'un peu plus petit, mais cette fois-ci, c'est Brock Lesnar contre CM Punk en 2013. Et une histoire qui a été tournée autour de Paul Heyman également. Fait que Paul Heyman faisait partie de ce build-up-là, parce que c'était ces deux poulains qui s'affrontaient. Et une bonne... En tout cas, je sais pas si... même, on les a pas tant vus après, également, un ou l'autre. Je sais pas s'ils sont tant amis que ça dans la vraie vie. Mais ça a fonctionné pour ce match-là. Deux gros égos. Ouais, 2 gros égos, quand même. Mais ça a fonctionné pour ce match-là. Fait que super bon match que je vous recommande également. Et mon match préféré de tous les temps, qui était toute la fin, c'était pas juste le match, parce qu'il y a également des choses qui se sont passées après le match. Mais Daniel Bryan contre John Cena en 2013, tout juste avant le Yes Movement. Ça a contribué à avoir le WrestleMania qu'on va avoir en 2014. Parce que c'est pour la ceinture. Et c'est construit deux gentils contre gentils. Cena l'a joué un peu passer le flambeau à Bryan Danielson à ce moment-là. Et un match de deux faces, 2 clean, on se serre la main, tout ça. Et une victoire de Bryan Danielson, maintenant, qui a cimenté un peu son rôle dans le haut de la carte. Mais malheureusement, tout de suite après le match, on a un cash-in de Randy Orton et un turn de Triple H sur Daniel Bryan. Triple H était l'arbitre spécial de ce match-là.
Et lors de la fin, même s'il a compté pour donner la victoire à Bryan, il savait que... Mais ça va tout nous apporter, justement, comme tu dis, là, tout l'automne, puis tout l'hiver là, du Yes Movement, et toute la montée du underdog, et toute la foule qui se met derrière lui à cause... Et les personnages de The Authority qui viennent s'installer un peu dans ce match-là, parce que si vous regardez ce match-là, si vous le trouvez ou il passe sur le network pendant que vous regardez, vous allez voir comme c'est weird que Triple H comme, la joue comme un peu face quand tu sais ce qui suit. Mais à ce moment-là, c'est là qu'on a le turn clair fait, de Triple H qui arrive avec son passage de The Authority pour les mois qui suivent. Puis Randy Orton vient juste un peu exécuter ce plan-là. Fait un peu la popette de The Authority. Mais un excellent match que quand tu le vis live aussi, c'est comme tabarouette. Les montagnes rushes que j'ai eues, Cena que j'ai toujours beaucoup aimé. Bryan, mon lutteur préféré. Bryan qui gagne. Et là, par la suite, on se fait enlever ça. C'est une fin de SummerSlam grandiose que des gars s'en allent vers où. Fait que, une belle utilisation également de la mallette. Très cool. C'est mes 3 matchs préférés. Et bizarrement, SummerSlam, je sais pas pourquoi, c'est jamais le pay-per-view, je trouve, qui est à la hauteur de ce qui est dans le top 10. C'est supposé être le numéro 2. Ouais. On dirait qu'il y a tout à d'autres pay-per-views que je préfère dans l'année que SummerSlam, mais celui de 2013 était particulièrement bon. Il y a la position 1 et 2 sont de 2013. C'est un pay-per-view, pas de gimmick. Fait que faut que la lutte soit bonne, il faut que les histoires soient bonnes, parce que tu peux pas te rattacher à rien. On en profite pour terminer certaines histoires, puis on en profite pour en commencer des nouvelles ou d'en continuer des nouvelles, d'en pousser des nouvelles pour se rendre jusqu'à Survivor Series, qui va nous rendre jusqu'au Rumble, qui va nous rendre jusqu'à Mania. Fait que il est quand même important, mais oui, je comprends j'entends puis je comprends le dead spot ou le blind spot qui peut être SummerSlam. Là. Exact. Fait que dites-nous, vous, c'est quoi vos matchs préférés que vous avez vus dans votre histoire? Si ça fait plus longtemps que nous, vous regardez la lutte, vous pouvez nous sortir des matchs des années 90, parce qu'il y en a eu des excellents matchs à SummerSlam aussi avant. Donc, dites-nous ça dans les commentaires, comme toujours.